Sud Radio, l'invité politique. Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 8h33. Mon invité politique ce matin, c'est Yann Brossa, sénateur communiste de Paris et porte-parole du PCF. Bonjour Yann Brossa. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Beaucoup de sujets dont on va parler et que l'on va développer tout au long de cette vingtaine de minutes. D'abord, l'Assemblée nationale qui a voté tard hier soir, la suppression des ZFE, les zones à faible émission, qui consiste à interdire l'accès des véhicules les plus polluants à certaines agglomérations. Est-ce que vous vous félicitez tout d'abord de ce vote ? Je pense que c'est un vote assez logique d'une certaine manière, parce que les ZFE, depuis le départ, étaient conçus comme une mesure particulièrement injuste. Moi, je pense qu'on a besoin d'une politique volontariste pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on doit le faire d'une manière qui soit juste socialement, en accompagnant les propriétaires de véhicules polluants, en augmentant en parallèle l'offre de transport en commun, en diminuant la tarification des transports en commun. Or, c'est tout l'inverse qui a été fait. C'est d'une certaine manière le coup de bambou sans les mesures d'accompagnement. D'ailleurs, cette année encore, en 2025, le gouvernement a considérablement augmenté le malus automobile sans augmenter le bonus automobile. Au contraire, puisque son budget a été réduit. Donc, d'une certaine manière, c'est logique. Le gouvernement qui a tout fait pour maintenir cette suppression des ZFE, c'est un camouflet pour le gouvernement, très clairement, ce vote ? En tout cas, il faut, je crois, maintenant en tirer les conséquences. Si on veut mener une bonne politique de lutte contre la pollution, il faut le faire en s'attachant à ne pas s'aliéner les classes populaires, celles qui, bien souvent, n'ont pas les moyens d'acheter des voitures propres. Et donc, à chaque fois qu'on diminue la place de la voiture, à chaque fois qu'on lutte contre la pollution, on doit réfléchir aux moyens d'embarquer la population dans les mesures qu'on met en place. Là, manifestement, ça n'a pas été le cas. Ça veut dire que c'est une victoire sociale, on pourrait la qualifier ainsi, hier, ce vote de suppression des ZFE ? Ce sera une victoire sociale le jour où on aura une vraie politique de lutte contre la pollution qui sera juste socialement. Pour l'instant, on n'y est pas. Parce que supprimer les ZFE, très bien, sauf que dans le même temps, on a besoin de lutter contre la pollution, notamment parce que ce sont les catégories les plus populaires qui souffrent des émissions de gaz à effet de serre. Donc maintenant, il faut passer à la phase 2. Et la phase 2, c'est comment on met en place des politiques de lutte contre la pollution qui n'excluent pas les plus modestes. Bon, la suppression des ZFE, c'est pas pour tout de suite. Long processus législatif à l'Assemblée avec le vote donc de ce projet de loi de simplification. Après, il y aura le Sénat, donc c'est encore très long. En tout cas, la suppression de ces ZFE pourrait avoir un coût. C'est la transposition d'une directive européenne. Ça pourrait coûter à la France plus de 3 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit dessus ? Non, mais on remet les choses dans le bon sens. On développe d'une manière beaucoup plus forte les transports en commun dans notre pays. On met en place des mesures de gratuité pour les classes populaires et pour les classes moyennes en matière de transport en commun. On a vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin dans ce domaine. On n'y est pas. À Paris, par exemple, nous avons mis en place la gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans, la gratuité des transports en commun pour les personnes âgées. On doit être capable de le faire à l'échelle de bien d'autres agglomérations si on a envie de permettre que le droit à la mobilité soit garanti. Yann Brossa, l'actualité, c'est aussi l'état de nos finances publiques. François Bayrou qui demande un effort, qui va demander, c'est ce qu'il dit, un effort à tous les Français sans exception. Vous pensez que tous les Français doivent aujourd'hui faire un effort financier ? Pas du tout, non. Et je pense que c'est honteux. D'abord, la première des choses, c'est entendre ce Premier ministre nous expliquer que la situation de la dette est particulièrement préoccupante, alors que ses amis gouvernent depuis 7 ans comme s'ils découvraient la situation des finances publiques. Je trouve ça lunaire. Aller expliquer dans le même temps que tous les Français vont devoir mettre la main à la poche, c'est oublier quand même un peu qu'il y a des gens dans notre pays qui littéralement se gavent. Quand vous voyez que sur l'année passée, les entreprises du CAC 40 ont versé plus de 100 milliards d'euros à leurs actionnaires, 100 milliards d'euros, et que payent aussi des impôts. Oui, très important. Bien. Ouais. Heureusement. Simplement, aujourd'hui, tout le monde n'est pas dans la même situation financière. Vous avez des gens qui se portent bien, vous avez des gens qui n'ont pas de difficultés, une petite minorité qui va particulièrement bien, et puis vous avez dans le même temps un monde du travail qui n'arrive plus à vivre de son salaire. Donc ça n'est pas aux classes populaires, aux classes modestes, à ceux qui font tourner le pays et qui ont des difficultés, de mettre la main à la poche. Et maintenant, les voilà qui envisagent, c'est le cas du Premier ministre, une TVA sociale, c'est-à-dire en réalité une augmentation des prix à la consommation, une baisse du pouvoir d'achat. Enfin, tout ça
me paraît quand même lunaire. Dans l'idée, à terme, en théorie, en tout cas, une augmentation du salaire net pour les salariés. C'est ce qui c'est présenté ainsi par le gouvernement. Non, mais c'est une arnaque monumentale. Vous savez, la TVA sociale, c'est comme un lion végétarien, ça n'existe pas. En réalité, ça se traduira par une augmentation des prix. On a quand même des Français qui, majoritairement, aux dernières élections législatives, ont voté pour des partis politiques qui s'engageaient à augmenter les salaires, à augmenter le pouvoir d'achat, et on se retrouve avec un gouvernement qui annonce aux classes populaires, aux classes moyennes qu'on va les ponctionner en augmentant les prix à la consommation. Enfin, tout où ça il va en venir, François Bayrou, selon vous, avec cette TVA sociale ? Je pense qu'il essaye piteusement de boucler son budget puisqu'il cherche des recettes. Oui, d'accord, très bien. Sauf que moi, je prends un exemple tout simple. Puisqu'on cherche des recettes, puisqu'on cherche à équilibrer le budget, il y a 200 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises chaque année. 200 milliards d'euros. Il y a des entreprises, des petites entreprises qui en ont besoin. Très bien, maintenons-les. Mais il y a aussi de très grosses entreprises. Quand vous voyez qu'une entreprise comme Arcelor a touché en 2023 quasiment 300 millions d'euros d'aide publique et que maintenant il supprime des centaines d'emplois. Est-ce qu'il est normal que cette gabegie continue, qu'on continue à verser des aides publiques à des entreprises qui gavent leurs actionnaires, qui licencient, enfin quand même. Valoriser le travail, c'est ce que dit Fabien Roussel, patron des communistes. Valoriser le travail, si c'est pas par une TVA sociale, est-ce que ça peut être par un impôt sur le revenu universel, que tout le monde paie un impôt sur le revenu, même modeste? D'abord, aujourd'hui... C'est ce que propose notamment le président de la CPME. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'abord, aujourd'hui, tout le monde paye des impôts. Quand vous payez la TVA, vous payez un impôt, vous contribuez au budget de la nation. Donc, partir du principe... C'est un impôt peut-être moins visible. D'accord, mais enfin, vous le savez quand même. Quand vous passez à la caisse, que vous faites vos courses, vous savez que vous payez la TVA. Donc, la réalité, c'est que c'est un faux débat qui vise à faire croire qu'une partie de la population française se déroberait à l'effort fiscal. La réalité, si on regarde les chiffres, c'est que en matière d'optimisation fiscale, en matière de fraude fiscale, c'est pas du côté des catégories populaires qu'il faut regarder. Les champions de la fraude fiscale et de l'optimisation fiscale dans notre pays, c'est plutôt les très grosses entreprises. Donc s'il y a des recettes à chercher, c'est plutôt du côté des fraudeurs fiscaux. D'ailleurs, il y a en ce moment même une très bonne commission d'enquête qui est menée par mon collègue Fabien Gay au Sénat sur l'enjeu des aides aux entreprises. Ouais. Et on s'aperçoit par exemple que vous avez de très grosses boîtes qui touchent des aides publiques et qui font de l'optimisation fiscale en se débrouillant pour ne pas être localisé fiscalement en France, mais au Luxembourg ou aux Pays-Bas. Ça, c'est honteux. C'est quand même pas normal que des entreprises puissent toucher des aides publiques et dans le même temps se dérober à l'effort fiscal. Vous voyez, si on cherche des idées, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher, à mon avis. Yann Brossat, je rappelle, vous êtes le porte-parole du Parti communiste. Question cash, réponse cash. Fabien Roussel, est-ce qu'il doit être candidat pour la présidentielle de 2027 ? Moi, je trouve qu'il est un peu tôt pour parler des élections présidentielles. En tout cas, pour parler des candidats à l'élection présidentielle. Avant les présidentielles, il y a des municipales. Je pense que la priorité, c'est de faire en sorte qu'un maximum de villes restent à gauche ou soient conquises par la gauche. Pour le reste, moi, j'aime beaucoup Fabien Roussel. C'est un ami, un camarade pour qui j'ai énormément d'estime. Et je pense que sa voix a besoin d'être entendue. Après, il faudra décider pour ce qui concerne l'élection présidentielle. Mais il a des idées, vous l'avez dit, notamment sur le travail. Il a consacré un très bon livre à ce sujet. Et je pense que cette voix, cette gauche du travail, elle a besoin de se faire entendre. Primaire à gauche avec LFI, c'est envisageable ou pas du côté du Parti communiste ? Une fois de plus, je trouve qu'on met la charrue avant les bœufs. Le sujet, c'est d'avoir un candidat de gauche qui puisse être au deuxième tour. Vous ne dites pas non. Je vois pas. En tout cas, opposé à l'idée d'une éventuelle primaire avec deux LFI. choses. Je pense, il faut un candidat de gauche qui soit capable d'être au deuxième tour. Ça n'a pas été le cas lors des dernières présidentielles. Et surtout, il faut un candidat de gauche qui soit. Roussel ou pas ? Il faut un candidat de gauche qui soit capable. Mélenchon était pas loin d'atteindre le second tour. De gagner au deuxième tour. Et donc, pour vous, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas gagner au second tour. D'être suffisamment rassembleur pour pouvoir conquérir une majorité d'électeurs. Ça veut dire que pour vous, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas gagner un second tour. Moi, je ne ferai pas de procès aux uns et aux autres. Chacun peut juger en fonction de l'expérience qu'il y a eu ces dernières années. Moi, je pense qu'il faut être rassembleur et que pour être rassembleur, il faut faire de la question du travail, de la rémunération du travail, des conditions de travail, le socle d'un programme de gauche. Pour moi, c'est ça le plus important. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, au Parti communiste,
c'est notre priorité et nous l'assumons très clairement. Et en ce qui vous concerne directement, Yann Brossat, donc eh bien, ce sont ces municipales à Paris. Vous êtes toujours candidat ? Absolument, 2026. plus que jamais, parce que j'ai envie que cette ville reste à gauche et puisse mener des politiques progressistes. Reste à gauche, ça bouchonne quand même pas mal à gauche, énormément de candidats. Vous pensez être le mieux placé pour rassembler socialistes et écologistes ? Pas LFI. Est-ce que vous avez une réponse déjà sur les écologistes et moi, je suis socialistes ? favorable, je vous le dis très clairement, moi je suis favorable à une liste de la majorité municipale, socialiste, communiste, écologiste, au premier tour des élections municipales à Paris, pour une raison assez simple, c'est que nous dirigeons cette ville ensemble depuis plusieurs mandats maintenant, puisque les électeurs nous ont fait confiance à de nombreuses reprises, et donc je pense que c'est une équipe qui a montré qu'elle était capable de travailler bien, de changer la vie des Parisiens, de doubler par exemple la proportion de logements sociaux, y compris dans des arrondissements qui n'en avaient jamais vu la couleur, de diminuer par 2 la pollution. Nous avons divisé par 2 la pollution. On ne le dit pas suffisamment. Et donc, je pense que ça mérite d'être poursuivi et amplifié. La pollution qui a augmenté en 7 mois depuis l'instauration du 50 km. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. En tout cas, pour ce qui concerne les 10 dernières années, sur Paris, la pollution a été divisée par 2 et le nombre de décès liés à la pollution a été divisé par 2 aussi. Je souhaite à toutes les métropoles de France d'atteindre les objectifs que nous avons atteints. En tout cas, pour vous, à Paris, c'est tout sauf Rachida Dati. Vous savez, d'abord, je ne sais pas bien ce que la droite choisira. Puis je crois que Madame Dati elle-même ne sait pas très bien où elle habite. Est-ce qu'il y a un risque en 2026, l'an prochain, que Paris bascule à droite ? Oui, bien sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque de basculement à droite, et dans un contexte où, dans le monde entier, on voit la montée des idéologies réactionnaires. On le voit avec Trump aux États-Unis, on le voit y compris dans notre propre pays, dans un certain nombre de pays d'Europe. On a besoin que Paris reste un pôle de résistance à ces idées réactionnaires. Paris, vous savez, c'est une ville... Dati, ce sont des idées réactionnaires selon vous ou pas ? Moi, je pense que Paris mérite mieux que la petite sœur de Trump. Oui, bien sûr. Et je pense que Dati, petite sœur de Trump. Oui, Dati est l'incarnation de ça. Pourquoi ? Parce que elle passe son temps à mentir, elle pratique la calomnie matin, midi et soir. Elle fait croire, par exemple, que son budget de la culture est en augmentation, alors que tous les acteurs du monde de la culture constatent des coupes claires dans leur budget. Donc la réalité, c'est que je pense que ce serait une mauvaise maire de Paris. Ce serait une maire désastreuse pour Paris. Et d'ailleurs, vous savez, quand on voit son arrondissement, c'est l'arrondissement qui perd le plus d'habitants. C'est l'arrondissement qui a refusé avec obstination le logement social. C'est un arrondissement dans lequel Madame Dati a mené une politique profondément réactionnaire. Mais je ne veux pas de ça pour Paris. Paris, vous savez, c'est une ville de mélange, c'est une ville écolo, c'est une ville engagée socialement. Quand on voit le nombre de Parisiens qui sont engagés dans des associations de solidarité, Paris doit rester ça. Un mot sur la loi PLM qui prévoit de changer le mode de scrutin pour Paris, Lyon et Marseille. Le texte a été voté à l'Assemblée. Il doit arriver au Sénat en séance publique la semaine prochaine, mercredi prochain. Vous allez la voter, cette loi ? Je pense que c'est une loi très, très injuste. D'abord, on ne tripatouille pas les modes de scrutin à moins d'un an des élections. Vous savez, c'est une règle de base. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que des élus aujourd'hui de gauche comme de droite... Ça permettrait un vote peut-être plus direct, non ? Non, vous savez, les maires, dans aucune ville de France, ne sont élus au suffrage universel direct. Un maire, il est élu par son conseil municipal. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on peut changer de maire sans vote des électeurs. C'est le conseil municipal qui se réunit. Donc ça ne changera strictement rien. Et puis surtout, c'est du tripatouillage électoral à moins d'un an des élections. Et tout cela répond en réalité aux caprices de Madame Dati. Non, moi je pense qu'il y aura... C'est pour Rachida Dati, cette loi ? Évidemment, mais évidemment, c'est elle qui l'a réclamée à corps et à cri. Mais je constate que aujourd'hui, y compris à droite d'ailleurs, beaucoup d'élus disent qu'il ne faut pas changer le mode de scrutin à moins d'un an des élections, et c'est ce qui fait que cette loi sera vraisemblablement rejetée au Sénat. Elle a d'ailleurs été rejetée en commission des lois de manière unanime et donc très massivement, y compris par des sénateurs de droite. Et donc je pense que si le Sénat rejette cette proposition de loi, le gouvernement serait bien inspiré d'y renoncer définitivement. Yann Brossat, un autre sujet, le co-living. Vous vous battez contre ce phénomène qui est selon vous le nouveau fléau immobilier qui s'attaque à Paris. C'est quoi exactement le co-living et comment vous comptez vous battre contre cette tendance ? C'est effectivement un phénomène qui se développe considérablement. De quoi il s'agit ? Il s'agit de logements qui étaient souvent des logements familiaux, qui accueillaient des familles de la classe moyenne. Des investisseurs les rachètent, virent les familles qui vivaient à l'intérieur et les transforment en colocation d'une certaine manière. Des colocations pour des étudiants, bien souvent des étudiants
étrangers qui ont besoin de se loger. Qui ont besoin de se loger, mais ça ne peut pas se faire au détriment des familles. Et surtout, ça se fait à des tarifs qui sont proprement hallucinants. On parle parfois de chambres de 9-10 mètres carrés qui sont louées à 900 euros. Vous savez, à Paris, on a mis en place l'encadrement des loyers, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ne puisse pas louer un logement à n'importe quel tarif. Donc on ne peut pas accepter dans le même temps, à Paris, mais comme dans d'autres métropoles qui sont concernées par ce phénomène, que des spéculateurs utilisent Paris ou utilisent nos villes comme un terrain de jeu pour des pratiques lucratives scandaleuses comme celle-là. C'est bien dénoncé, vous faites quoi concrètement ? Je vais déposer d'ici la fin du mois de juin une proposition de loi sur le sujet pour remettre un peu tout ça d'équerre et faire en sorte que le co-living ne soit pas un outil de détournement des règles mises en place par les élus. Et moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que... Comment concrètement Par exemple, en faisant en sorte que, y compris dans le co-living, l'encadrement des loyers soit respecté, qu'on ne puisse pas avoir des logements de 9-10 mètres carrés à 900 ou 1000 euros de loyer, avec pour simple justification qu'il y a une machine à laver collective. Enfin, tout ça est quand même lunaire, scandaleux, une fois de plus, qui ait besoin d'une offre de logement pour des étudiants ou pour des jeunes, bien sûr, que ça se fasse au prix d'un détournement de toutes les règles d'urbanisme, certainement pas. Et donc, il y a besoin de réguler ce phénomène. On vit avec ce phénomène un peu la même chose que ce qu'on a connu il y a 10 ans avec le développement d'Airbnb. Et donc, il y a besoin d'outils de régulation. Parlons du port du voile que Gabriel Attal veut interdire au moins de 15 ans. Qu'est-ce que vous inspire cette proposition ? Je trouve que c'est ridicule. J'ai d'ailleurs vu Henri Guénaud, qui est pourtant pas de la même sensibilité que moi, dire la même chose. Moi, j'en ai un peu ras-le-bol qu'on fasse de l'islam, des musulmans, l'alpha et l'oméga de la vie politique française, comme si c'était le seul défi à relever. Et donc non, je pense que cette proposition est ridicule, qu'elle en dit plus sur Gabriel Attal d'ailleurs que sur l'évolution de la société. Voilà quelqu'un qui est en mal de reconnaissance et qui a besoin de faire le buzz tous les 4 matins en inventant n'importe quoi. Il a sans doute compris qu'en tapant sur les musulmans, il aura un peu de visibilité médiatique. Mais enfin, je pense que quand on Macron, en tout cas, qui s'y est opposé très clairement, qui a recadré Gabriel Attal. Je vois, vous êtes devenu macroniste entre-temps ? Non, c'est peut-être Emmanuel Macron qui a retrouvé la boussole qu'il avait perdue. La patronne des députés LFI, Mathilde Panot, qui compare, je ne sais pas si vous avez entendu, le port du voile islamique par les petites filles au baptême d'enfants. Ça vous choque ou pas comme comparaison ? Je comprends ce qu'elle a voulu dire. C'est-à-dire qu'elle partait de la justification de Gabriel Attal qui consistait à dire il n'est pas normal qui faisait un parallèle entre les arguments utilisés pour interdire le port du voile pour les moins de 15 ans, à savoir que leurs parents avaient peut-être fait pression sur elle et elle ne l'avait pas choisi, et le baptême, et de fait quand on est baptisé, on n'a pas donné son avis. Après, donc vous êtes d'accord avec cette comparaison ? Est-ce que ce parallèle était juste ? J'en sais rien. En tout cas, je comprends pourquoi elle l'a dit. Parlons de Gaza. Yann Brossard, on a atteint les 600 jours de guerre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui déclare qu'Israël a tué Mohamed Sinwar, chef présumé du Hamas. Est-ce que ça peut être un tournant dans cette guerre ? Il a surtout tué beaucoup de populations civiles, puisque la revue The Lancet parle de plus de 60 000 femmes, enfants, populations civiles assassinées par Benjamin Netanyahou et par son gouvernement d'extrême droite. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les choses sont très claires. L'extrême droite israélienne ne lutte pas contre le Hamas. Aujourd'hui, le but de guerre de Netanyahou, c'est de reprendre Gaza. Il y a la libération des otages encore, vous le savez, Yann Brossard. Mais d'ailleurs, les familles d'otages elles-mêmes disent que la politique menée par Netanyahou n'aide pas la cause qui est la leur. La réalité, c'est que Netanyahou veut reprendre la bande de Gaza. Il est dans une logique purement et simplement expansionniste. Il veut empêcher demain la création d'un État palestinien, empêcher par conséquent toute perspective de paix, parce qu'il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas un État de Palestine souverain. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui devrait être à l'ordre du jour, c'est de mettre ce gouvernement d'extrême droite, raciste, suprémaciste de Benjamin Netanyahou hors d'état de nuire. Ce sont mes propos, mais tous les mots de Benjamin Netanyahou attestent de ce projet. C'est un projet raciste qui consiste à annihiler les Palestiniens. Et donc, bien sûr, il faut mettre Netanyahou, et c'est ça le rôle de la communauté internationale, hors d'état de nuire. Il s'est mis au banc de l'humanité. Comment concrètement ? Par des sanctions. Il faut des sanctions. Il faut la fin de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Il faut que Netanyahou soit asphyxié économiquement. Sinon, il continuera à perpétrer les massacres qu'il perpètre continuellement. Vous parlez de massacre, depuis vous ne parlez pas de génocide.
Yann Brossard. Je parle de génocide et ce n'est pas que moi qui parle de génocide, c'est l'ONU qui parle aujourd'hui de génocide, qui a pointé le risque de génocide et qui pointe aujourd'hui le fait que ce seuil a été atteint. Il faut donc l'arrêter et le mettre en droit international, en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été statué. Et vous savez, quand les tribunaux se prononceront, il sera trop tard. Et il est encore temps d'agir. Et agir, c'est le mettre au banc de la communauté internationale. Netanyahou s'est mis au banc de l'humanité par ses pratiques. Il faut le mettre au banc de la communauté internationale parce qu'on ne peut pas tolérer... Et que demandez-vous précisément à Emmanuel Macron? Parce qu'il fait beaucoup, en tout cas il dit beaucoup, il s'est prononcé en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien, libération des otages et un cessez-le-feu immédiat. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, Emmanuel Macron? En l'occurrence, ce qu'il peut faire, c'est reconnaître un État de Palestine. Non pas dire qu'il envisage peut-être demain la reconnaissance de l'État de Palestine, mais qu'il reconnaisse d'ores et déjà l'État de Palestine. Qu'enfin, ce peuple ait la possibilité de bénéficier d'une souveraineté qui lui a échappé depuis maintenant des décennies. Donc, je dis au président de la République, les déclarations, c'est bien, les actes, c'est mieux. Reconnaissez l'État de Palestine. Qui ne reconnaît pas le droit à Israël d'exister. Oui, avec pour l'instant Netanyahou qui massacre des dizaines de milliers de civils. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc le président de la République doit passer la seconde, reconnaître l'État de Palestine, parce que de toute façon, il n'y aura pas de perspective de paix s'il n'y a pas d'État de Palestine. Et tant que ce peuple sera humilié, nous serons dans une situation catastrophique. À Paris, des ONG qui ont coloré en rouge la fontaine des innocents pour dire stop au bain de sang à Gaza. Vous soutenez une telle initiative? Je pense que les associations... en l'occurrence, peuvent prendre des initiatives. Vous savez, j'ai vu des indignations sur les réseaux sociaux. Je pense que ce qui est grave dans la situation à Gaza, c'est pas qu'on peigne une fontaine en rouge, c'est qu'on ait des dizaines de milliers de morts. Et si aujourd'hui quelque chose m'indigne, c'est la situation à Gaza, bien davantage que ce qui a été fait par ces associations. On passe à toute autre chose, Yann Brossard, un anniversaire, les 20 ans aujourd'hui du non au référendum sur la Constitution européenne. Vous avez voté à l'époque? Vous avez voté quoi? Oui, j'avais 25 ans, j'ai voté, non seulement j'ai voté contre la Constitution européenne comme 55% des Français, mais j'ai fait campagne à l'époque avec les communistes et beaucoup d'autres d'ailleurs à gauche pour faire obstacle à ce projet, oui. Finalement, le projet est passé. Oui, c'est honteux. C'est honteux. Et d'ailleurs, je pense que ça a largement pesé dans le divorce démocratique en France. Vous avez des Français qui ont majoritairement voté contre la Constitution européenne et Nicolas Sarkozy ensuite, à l'époque, a fait voter par le Parlement le traité de Lisbonne qui en réalité reprenait toutes les dispositions de la Constitution européenne. C'est le début de la rupture entre le, alors je mets des guillemets, mais entre le peuple et ses élites? En tout cas, entre le peuple et une partie de la classe politique. En tout cas, ça a engendré un sentiment de trahison parfaitement légitime. Il est normal que des Français se sentent trahis quand ils votent et que ensuite on fait l'inverse de ce pourquoi ils se sont prononcés. Mais vous savez, c'est exactement ce qu'on a vécu aux élections législatives. Quand une majorité de Français votent pour des partis, certes très différents, mais qui s'engagent à abroger la réforme des retraites et que vous avez ensuite un gouvernement qui persiste à l'appliquer, vous avez un sentiment de trahison qui grandit. Et je pense qu'il est grand temps d'avoir des responsables politiques qui respectent la parole des Français. Beaucoup plus léger, Yann Brossard, samedi soir, finale de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Inter Milan. Allez Paris ou pas? Allez Paris, j'irai dans un bar à côté de chez moi pour regarder le match, sans doute rue Custine, dans le 18e. Vous soutenez le PSG, vous avez vu Anne Hidalgo qui ne se rend pas à Munich pour cette finale, ça vous surprend ou pas? Elle a des contraintes d'agenda, mais j'ai vu que... Elle a des contraintes d'agenda? J'ai vu que... Samedi soir qui font qu'elle ne peut pas être à Munich, mais j'ai vu en tout cas que la Tour Eiffel serait au diapason du match et c'est très bien. Oui, la Tour Eiffel qui va s'illuminer à chaque but du PSG. Mais j'espère qu'il y en aura beaucoup. En tout cas, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Merci à vous. Yann Brossard, sénateur communiste de Paris, porte-parole du PCF et candidat à la mairie de Paris pour 2026. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous. 8h57 sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Vous nous appelez pour débattre de l'actualité, toute l'actualité. 0826 300 300. Je vous accueille juste après ça.